Bonjour à tous, donc vous êtes sur la chaîne de Rose de Tahiti et aujourd'hui je suis en compagnie de Maya et de son fils Jérémy. Alors je me prête à un nouvel exercice, c'était pas forcément ce à quoi je me prédestinais en créant cette chaîne, mais voilà Maya, tu m'as contactée il y a quelques jours pour me parler de ton histoire et ton histoire m'a touchée en tant que maman. Et du coup, voilà, j'ai accepté de recueillir ton témoignage et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce que vous vivez, toi et tes deux fils. Donc, est-ce que du coup, tu peux nous raconter comment tout a commencé? Donc, j'ai rencontré le père de mes garçons en octobre 2003. Et en fait, c'était assez magique puisque je suis musicienne lui aussi. Et du coup, on avait beaucoup, beaucoup de points en commun. Et j'étais assez fascinée par ce personnage, euh, entre guillemets, qui maniait très bien la langue, enfin, voilà, qui avait beaucoup d'humour. Et donc, j'étais un peu sous le charme, on va dire. Et donc, on a construit notre maison, auto-construit notre maison écologique. Donc, j'ai cumulé en fait travail, maison. Et je suis tombée enceinte donc de Jérémy. Et, euh, et donc, à l'échographie des 8 mois, je crois, il y a eu une anomalie au niveau des reins détectée. On nous a dit que à la naissance, des examens seraient faits pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc à la naissance, il n'y a eu aucun examen et on m'a précisé que en fait, il n'y avait pas de température, donc pas de problème. Alors moi, je trouvais ça très étrange parce qu'il avait une odeur d'urine qui était extrêmement forte, mais toute l'équipe médicale me certifiait que les bébés n'ont pas voilà, c'est chacun, et que mon fils il avait une odeur forte d'urine. Bon. Euh, j'ai été chez un pédiatre, puisque pour moi, j'allais rarement chez le médecin, mais donc du coup, j'avais pris un pédiatre, hein, spécialiste des bébés, et qui me disait qu'il n'y avait pas de problème en fait avec mon fils et que c'était moi qui avait, voilà, qui était trop anxieuse et que je stressais mon enfant. Je lui ai précisé aussi qu'il ne me regardait plus dans les yeux à 3 mois. Il ne me regardait plus dans les yeux. Il avait des comportements assez étranges. Il se jetait en arrière comme ça. Il pouvait être très calme et hurler tout d'un coup. On sentait bien qu'il y avait un problème et moi je le sentais, mais et puis le père de mon fils me disait mais non en fait, enfin c'est toi qui es anxieuse. Enfin, toujours vraiment. Donc que ce soit le corps médical ou le père de mes enfants, il y avait toujours mais non c'est toi le problème. Du coup moi j'étais un peu toute seule et effectivement on me mettait énormément en question. Et donc j'ai mis un an et demi, donc j'ai travaillé cette culpabilité-là à aller voir un autre médecin et qui me dit qu'il allait faire une analyse d'urine, comme ça on verrait si c'est moi qui suis folle ou si voilà. Et après cette analyse Ça, d'urine, il avait quel âge quand tu es allé voir le deuxième médecin? il avait un an et demi. Ok. Donc ouais, j'ai culpabilisé beaucoup de ne pas avoir réagi avant, mais bon, voilà. Euh, et donc il y avait des milliards de germes dans les urines. Donc il était en fait en infection urinaire très très grave. Donc, il a été pris en charge immédiatement. Voilà, donc il y a eu une antibiothérapie et au bout d'une semaine, les urines sentaient plus du tout. Donc, il y a eu des examens. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il avait un petit rein gauche qui ne fonctionnait plus et le rein droit avait été touché par des épisodes de pyélonéphrite, donc qui sont une douleur assez importante. Donc, Jérémy faisait donc des infections sans température, ce qui est extrêmement rare. Donc là, en fait, c'était une sorte d'épée de Damoclès parce que là, il fallait être très attentif donc à tous les signes physiques, émotionnels, etc. Donc je me suis mis à analyser mon fils sous toutes les coutures parce que si on passait là à côté d'une nouvelle infection urinaire, il pouvait non seulement perdre son rein droit, mais ensuite avoir une septicémie. Donc là, c'était voilà. Voilà. Et là, le père en fait se déresponsabilisait complètement.
Au début, il me disait oui, heureusement que tu es là. Il disait à tout le monde, heureusement que tu es là, tu as sauvé notre fils, etc. Ça, c'était au début, mais après, ça n'a pas duré longtemps, quoi. Et Ouais. après, il a vite dit que je m'occupais trop de lui, que j'étais une mère poule, qu'il y en avait que pour lui. Est né en septembre 2008. En octobre 2008, on entrait dans notre maison. Et en décembre, je me faisais licencier économique. Donc, j'étais commerciale, j'étais licenciée économique. Donc, il a fallu vite que je me reforme à un autre travail. Donc, j'ai fait une formation de comptable que j'ai réussi dans la foulée. Donc, j'étais comptable dans la foulée. Euh, et puis, donc, les problématiques de Jérémy, qui avait un comportement vraiment de plus en plus étrange. Et du coup, à ces 3 ans, j'ai suspecté vraiment un TDAH après mes recherches, en fait. C'est quoi un Et TDAH? donc, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Ok. Donc, on a été voir un pédopsychiatre qui nous a effectivement confirmé ce diagnostic, mais qu'il fallait attendre 6 ans parce que avant 6 ans, et on ne pouvait rien faire. Donc, les problématiques à l'école, voilà, dès la rentrée en fait de ces 3 ans, ça a été chaotique. L'Institut voulait même le déscolariser et la TSEM a fait ce qu'il faut pour qu'il reste à l'école. Mais ça a toujours été problématique. Et donc, à l'âge de ses 6 ans, il a été médiqué. Donc, je sais pas si ça se dit, Oui, oui. oui. Bon, en Mis tout sous, cas, il a enfin, pris, mis sous mes doigts, quoi. et donc, il a pris du Quasime, ce qui était un méthylphénidate, la molécule, ce qui est en fait un dérivé d'amphétamine. Ok. C'est pas rien. Ouais. Donc moi, c'était très compliqué de lui donner ce traitement, mais c'était la seule possibilité qu'il puisse être à peu près scolarisé. Donc il a été suivi et il a eu beaucoup d'accompagnement spécifique à l'école pour qu'il puisse avoir des apprentissages. Et le TDAH a vraiment été diagnostiqué. Il a été suivi ensuite par le CESAD, donc un organisme spécial pour les troubles du comportement. Et là, en CM2, donc en 2019, ça s'est subitement arrêté, ce suivi CESAD. Et là, ça a été un peu l'enfer. Et là, en fait, on me demande de faire intervenir l'ASE. C'est là où les problèmes s'amplifient, j'ai envie de dire, c'est l'intervention de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qui va intervenir avec une AED, aide éducative à domicile, Mais ce qui n'est pas du qui tout t'a à la... demandé ça? C'est l'assistante sociale. Étant donné que le CESAD s'arrêtait, Ouais. eh bien, je disais, bon, mais non, mais il faut continuer. Et comment, alors, qu'est-ce qui a fait que, avec le père de tes deux enfants, t'as décidé d'arrêter? Parce que, en fait, c'était les violences psychologiques qui ont s'amplifié, en fait. Donc, il avait réussi, sur le coup de l'humour, en fait, à vraiment m'isoler. Euh, C'est-à-dire que de ma famille, de mes amis, il m'appelait la mère machin et il m'appelait Mein Kampf aussi. Et du coup, ça faisait rire tout le monde. Parce qu'il faisait tout sous l'humour, donc évidemment, ben, ça passait bien. Et en fait, voilà, il commençait à y avoir cet isolement, en fait, et de ce fait, ben, un épuisement aussi. Donc, Mm. j'ai été internée pour mutisme à l'hôpital parce que ben, j'étais tellement isolée et au fond, en fait, que j'ai été internée C'est par qui a le père décidé de mes enfants. donc c'est Par le père de le mes père de enfants. tes enfants qui a décidé de t'interner. Oui, Ok. oui. Et donc, t'es resté combien de temps pendant cet Je internement? suis restée 10 jours, mais j'avais fait un burn-out avant, donc j'avais déjà été internée, puisque épuisement, travail, maison, voilà, au bout d'un moment, on tire sur la corde, on tire sur la corde, on tire sur la corde. Au bout d'un moment, ça craque. Donc, j'avais été déjà en clinique psychiatrique et le père de mes enfants m'avait demandé de revenir au bout de 15 jours parce que il fallait que je m'occupe des enfants, quoi. Ok. Et Donc, 15 jours. qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi de décider de partir? En fait, quand j'ai fait ce burn-out, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Je le Donc, le savais. burn-out, c'était En 2015, en 2015. Ok. je savais qu'il fallait que je parte. Mais par contre, j'étais épuisée. Mm. Alors du coup, je pouvais pas partir comme ça. Ok. Parce que je savais que de toute façon, ce serait compliqué avec les enfants.
Donc, il fallait à tout prix que je me remonte. Donc, qu'est-ce que Et tu as mis en place pour préparer ton départ, en fait? En fait, j'ai surtout été suivie psychologiquement, puisque c'est pas moi qui ai déterminé la manipulation perverse. Moi, au départ, je pensais que j'avais un trouble bipolaire ou un problème psychiatrique et que j'étais néfaste pour mes enfants. Parce que Qu'est-ce qui te faisait penser ça, en fait? en fait, à force d'entendre le message du père de mes enfants qui me disait, mais non, mais t'es bizarre, voilà, t'es quand même bizarre. Et c'est vrai que j'ai un fonctionnement qui est un petit peu de. Qu'ont dit les médecins par rapport En fait, à... donc, le diagnostic de la bipolarité a vite été mis de côté. D'accord. Et du coup, j'avais demandé au père de mes enfants de contacter les psychiatres pour qu'ils lui disent, hein, pour être qu'il soit rassuré. Et en fait, il n'a jamais appelé, en fait, les psychiatres. Et il D'accord. a continué à dire que j'étais bipolaire. Ok. Et donc ensuite, il y a donc la première psychiatre que j'ai vue après l'hospice m'a Alors, dit, mais vous n'êtes pas bipolaire, madame. J'ai dit mon nom. Vous n'êtes pas bipolaire. J'ai pas cru. Je, je n'ai pas cru. Je suis allée voir un autre psychiatre. Je me dis, elle est pas bien. Je suis allée voir un autre psychiatre qui m'a redit la même chose. Et je dis, mais alors, pourquoi je suis dans cet état? Il me dit, ben, en fait, vous êtes ce qu'on appelle vous êtes victime d'emprise psychologique par un manipulateur pervers. Et c'est là où, waouh, ce terme même me faisait peur, en fait. J'étais là, mais non, mais je l'ai même pas tout de suite accepté. Construire et pouvoir ouvrir les yeux. Et les yeux, enfin, les personnes qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur la manipulation perverse, ce sont mes enfants, en fait. d'accord. C'est eux qui m'ont dit, mon grand m'a dit, maman, si tu ne continues ça, je prends mon petit frère et je fugue. Et c'est là, en fait, que j'ai dit, OK, maintenant, on arrête ça. C'est pas un conflit parental. Ok. En fait, en décembre 2017, je décide de vraiment partir parce que là, il frappait dans les murs et il se faisait saigner et il disait, tu vois ce que tu me fais faire. Et ça devant les enfants. De toute façon, il n'y a que toi qui peux me faire des choses comme ça. Euh, t'es vraiment machiavélique. Il me Ouais, disait, d'accord. oui, je sais que tu me détestes, que je te donne envie de vomir. Donc, mais dis-le, dis-le. Il suffit de le dire, en fait. Voilà. Donc, il me forçait à dire des choses que je ne pensais pas. Et, voilà. Et après, il prenait mes points pour se taper, en fait. Et du coup, waouh, ça m'a. Là, je me suis dit, il faut vraiment que je parte parce que les enfants sont en danger. Et n'hésitez pas à faire ça aussi devant les enfants. Donc voilà. Donc, toi, tu pars, mais du coup, tu pars sans tes enfants, j'imagine? T'as pas pu Bah partir oui, avec? j'avais pas beaucoup d'argent puisque en fait, je m'étais mis à mi-temps pour m'occuper des enfants. Je venais d'être licenciée en plus. J'ai cumulé en fait un peu tout. Je venais de nouveau d'être licenciée pour motif économique. Donc, je postulais le Pôle emploi sur un mi-temps, ce qui est rien du tout. Et en fait, en juin de 2021, donc l'ASE est intervenu très rapidement, moi, je leur ai dit, puisque c'était mon psychiatre qui me l'avait dit, j'ai très rapidement dit que j'étais victime de manipulation perverse. Et que donc, j'étais sous emprise psychologique et que le père de mes enfants utilisait ses enfants pour m'atteindre. Donc, voilà, il les utilisait clairement et simplement. D'accord. Je croyais avoir été entendue, parce qu'ils m'ont dit, ah bon, d'accord, mais oui, c'est pas normal. Ils ont totalement été dans mon sens. Donc, c'est pour ça. Comment ils ont été dans ton sens? Comment ça s'est manifesté, le fait qu'ils soient dans ton sens? Mais en fait, ils avaient un discours Laissez entendre ça. ah oui, complètement, ouais. Mhm. En décembre 2021, en fait, va se produire une réunion au collège de mon grand, Oui. avec l'ASE, le proviseur, un peu tout le monde, plus la compagne de monsieur. Euh, voilà. Et là, en fait, c'est mon procès. Tout le monde dit que c'est moi le problème, Et qu'est-ce qui t'est mon reproché? Mais il me reprochait en fait il y a des moments je mettais pas mon grand à l'école parce qu'en fait il avait des effets secondaires du traitement Mhm. euh, qui l'empêchaient de dormir, qui l'empêchaient d'avoir une bonne alimentation et qui lui donnait des tocs. Ok. Donc moi j'avais beau dénoncer ça, en fait ben, on me disait que c'était moi le problème quoi. Donc moi quand mon fils, il y a des moments il dormait pas la nuit, mais je pouvais pas le mettre à l'école, hein.
Voilà. Donc, en fait, Donc, ils t'ont reproché des problèmes d'assiduité, en fait, c'est ça? oui, 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 totalement, totalement. Et donc, le père lui disait, mais tout va bien chez moi, parce qu'il imposait tout à mon grand. Donc, mon grand avait tellement peur de lui que forcément, c'est un enfant très obéissant. Mais du coup, quand il était chez moi, ben, il lâchait et voilà. Donc, c'était très grave. Il commençait à avoir des... Voilà. Et donc, j'ai eu beau me battre. Tout le monde m'a dit, mais non, mais c'est le fait que la garde alternée, il faut que vos enfants soient exclusivement chez le père. Tout le monde a dit ça, un proviseur, tout le monde. Voilà. Donc là, belle impartialité de l'école aussi, Mhm. belle prise de position. Donc, du coup, ben, moi, j'avais plus la force, en fait, de faire quoi que ce soit. Et j'avais la naïveté de me dire, ben, OK, eh ben, si ça va si bien chez le papa, qu'ils y aillent, moi, je les ai qu'en garde. Et j'étais persuadée qu'en fait, les services sociaux verraient vite quel est le problème et que du coup, ils me les rendraient. Mais Hmm. j'étais très, très naïve. Ok. Donc, en janvier 2022, tes deux enfants sont en garde permanente chez leur père, donc c'est ça? Ouais. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jérémy supporte pas, puisque évidemment, il n'est Alors, bah, du pas coup, du est-ce tout que, resté. est-ce que du coup, on pourrait peut-être faire intervenir Jérémy pour qu'il nous raconte ce qui se passe pour lui? Est-ce qu'il Alors, a envie de raconter? Jérémy, donc le son. Est-ce que ouais, tu nous entends, Jérémy? T'es là? Je suis là, je vous entends tout à fait bien. Est-ce que tu veux bien, du coup, apporter ton témoignage par rapport au déroulement de l'histoire? Oui, tout à fait. Ben, justement, la décision de rester tout le temps chez mon père a été très, très, très difficile pour moi. Avant de partir chez lui, je l'ai dit à maman, je lui ai dit, tu le sais qu'à un moment, je vais pas tenir et que je vais partir ou je vais faire je sais pas quoi, mais je vais jamais tenir. Oui. Parce que, euh, parce que à ces moments-là, à ces moments où tout ce que Maya a raconté, euh, et ben, moi je l'ai ressenti et je commençais à vraiment voir le vrai visage de mon père et c'était insupportable, insupportable pour moi de voir la violence qu'il me fait et de me savoir qui il est et finir tout le temps chez lui. Ça a été insoutenable et du coup je suis resté 2 semaines chez lui. Il me mettait par exemple comme Maya a fini en psychiatrie, il me disait parce que moi j'avais du mal à l'école donc j'avais des mauvaises notes et il disait tu vas finir comme ta mère ou alors tu fais partie des 1% des mères de la société, etc. Plein de trucs comme ça horribles à entendre. Tu fais Et partie encore des là, 1% des mères de la société, c'est ça? ouais, J'ai c'est ça. bien entendu? D'accord, ok. Donc, un père qui Ça- dit ça à son fils. Ok. Et après, après là, ce que je dis, c'est il y a là, c'est bon. Après, c'est dur à entendre, mais il y a des trucs beaucoup plus violents qui me disaient, mais que mon cerveau a fait un blackout, a Ok. fait un cerveau, il a fait un blackout, et il y a des fois où ça revient, mais après, sinon le reste, j'ai tout oublié. Ouais. Ok. Et donc, du coup, donc, t'as tenu 2 semaines et au bout de 2 semaines, il s'est passé quoi alors? 2 semaines, je suis parti de chez lui. J'ai pris mon vélo, mon téléphone et mon sac et puis je suis parti. Et le truc qui m'a fait justement péter un câble avant que je parte, c'était on était en train de faire les devoirs et que moi justement le traitement en fait ça me garde 8 heures. Ça me garde 8 heures tranquillement, etc. Et après il y a toutes les émotions de la journée qui sont restées en moi qui explosent. Hmm. Et justement on a fait les devoirs et mon père il faisait que m'engueuler. Justement il disait tu vas finir comme ta mère, la nana. Tu vas finir comme tous ces gens à Paris qui sont SDF, etc. Enfin tous les trucs comme ça. Et je pouvais pas tenir. J'avais tellement une grosse colère, une haine envers lui que j'ai failli faire une bêtise à ce moment-là. Et je me suis dit non, c'est plus simple pour tout le monde, pour moi, pour ma mère, pour mon frère, que je parte et que j'aille chez ma mère. Hmm. C'est ce que j'ai fait dès le soir même. Donc, à l'époque, tu avais quel âge, Jérémy? À l'époque, j'avais 12 ans, 12-13 ans. Ok. Et donc, toi, du coup, Maya, j'imagine que t'as pas tardé à avoir des nouvelles des services sociaux ou d'une institution publique? Alors en fait, moi, il faut savoir que quand Jérémy est arrivé chez moi, je me suis dit maintenant, il faut que je protège mon fils. Donc je l'ai aussi déscolarisé le temps qu'on soit entendu. Ok.
Donc là, c'est vrai que, en fait, ça, effectivement, ça a alerté les services sociaux. Ils ont fait une information préoccupante. Et j'ai continué à œuvrer, à chercher des réponses pour trouver une situation adaptée à mon fils. Ok. Voilà. Donc du coup, on a eu donc en mars 2022 la première audience devant le juge des enfants. Et donc je lui ai dit que j'étais sous emprise et qu'il fallait qu'elle nous aide vraiment parce que là on vivait un enfer et qu'il y avait vraiment besoin qu'elle nous sorte de là en fait. Et en fait ce jour-là, elle m'a dit bah oui, mais moi ce qui me pose problème c'est la déscolarisation. Je dis mais je suis d'accord avec vous, hein. Moi je suis pas à vouloir déscolariser mon fils. Mais en même temps il est en danger. Elle nous a dit, ben, faut passer une expertise psychiatrique, tous les Oui, 4, et d'accord. ensuite, et aussi une mesure judiciaire d'investigation. Voilà. D'accord. Donc, mesure judiciaire d'investigation. Moi, j'étais contente, hein, parce que je me dis, c'est trop chouette, en fait. Hmm. Mais le problème, c'est que, eh bien, on se revoyait 1 an après. Ça voulait dire qu'ils avaient 1 an pour faire ça. Hmm. Et pour moi, c'était déjà horrible. Et j'ai expliqué en fait à la juge que c'était terrible en fait 1 an, Hmm. 1 an d'attente pour des enfants dans une situation chaotique comme ça. Elle n'a rien voulu savoir et donc l'expertise psychiatrique a déterminé que j'étais une euh, une maman aliénante, c'est-à-dire que j'avais un syndrome d'aliénation parentale. Ils ont dit que je discréditais le père. Ok. D'accord. Voilà. Je racontais mon histoire et en fait, voilà, ils ont dit que je critiquais et je discréditais le père, alors que bon, D'accord. je n'ai fait que raconter des faits et non Donc des là, témoignages. la décision, c'est donc qu'il y ait une enquête dont les résultats seraient connus 1 an après. Donc là, tu as toujours ton grand avec toi, tu as toujours Jérémy avec toi. Le père, lui, demande rien, en fait, par rapport à son fils. C'est ça, il ne demande pas à le récupérer. Ah, si, si, parce que, attends, je vais t'expliquer en fait le truc. C'est que donc, étant donné qu'il y a eu cette expertise psychiatrique, donc le père est vu comme extra, en fait. Il est parfait. Et moi, donc, j'ai ce fameux SAP. Euh, donc, plus la mesure judiciaire d'investigation qui avait commencé en fait en septembre, En septembre donc septembre 2022, 2022. Ok. avec une personne qui était très chouette, un éducateur qui commençait vraiment à comprendre la manipulation, voilà. Et contre toute attente, enfin, contre toute attente, la juge des enfants se dessaisit du dossier et donc annule la mesure judiciaire d'investigation qui avait déjà débuté depuis 3 mois Ok. et maintient l'expertise psychiatrique qui sera faite la veille, c'est-à-dire en janvier 2023, alors que j'avais contacté l'expert pour que ce soit le plus rapidement possible. Ça se fera vraiment la veille, vraiment au dernier moment. Ok. Donc là, Euh, l'expertise psychiatrique devait se faire sur vous 4. oui, Ok. voilà. Donc, nous voilà, cette mesure judiciaire qui commence à porter ses fruits est Est annulé. complètement stoppée. Hmm. Et là, en fait, ils ont utilisé le prétexte que j'avais déménagé en bas, j'avais déménagé, donc on renvoyait sur un autre Une autre juge juridiction. d'enfants, oui, Ok. dans l'autre département. Quand est-ce Ce que qui tu n'était as pas déménagé? logique en juillet. En Ce juillet qui n'était pas 2022. du tout logique. Oui, oui, en juillet 2022. Ce qui n'était pas du tout logique parce que mon autre enfant restait dans le même département, hein. Donc, il n'y avait aucune raison voilà. Donc, ça nous a plongé avec les enfants dans un désarroi. On se dit, on a attendu 1 an et là, en fait, on était, il y avait plus rien. En fait, le sol s'est écroulé sous nos pieds. Et alors là, à ce moment-là, quels sont tes droits de visite, entre guillemets, avec ton petit qui est resté chez son père? Ah ben, c'était un week-end sur 2, la moitié des vacances. Ok. Ça, c'est toujours sans aucune, je veux dire, décision de justice. Euh, et en plus, je lui avais donné plusieurs fois un portable et son père, en fait, lui a systématiquement enlevé. Je pouvais même pas le contacter hein, en dehors des week-ends Tu peux et nous des rappeler vacances. son âge en 2022? En 2022, il avait 9 ans. Ok.
9-10 ans, ouais. Donc, t'arrivais pas à le joindre comme tu voulais et lui non plus alors. Non, Et- lui, il n'avait pas le droit. Quand il est chez papa, il est chez papa. Et maman, voilà, n'a pas. Voilà. Ok. Donc, bon, déjà, ça c'était compliqué, mais je le disais aux services sociaux et ils me faisaient croire en fait qu'ils le prenaient en compte. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que ben systématiquement, les rapports écrits sont pas en relation avec ce qu'ils me disent en face. Donc, Et toi, Jérémy, si tu veux bien revenir avec nous, lui, enfin, comment il vit la situation? Est-ce que vous en parlez? Comment tu... En fait, lui, à chaque fois qu'il a parlé en dehors de moi et ma mère, il a été trahi. Par exemple, il a parlé à sa psychologue l'a dit à mon père. Non, mon petit frère se confiait justement, et il trouvait ça très bizarre que à chaque fois qu'il se confiait, mon père le savait. Hmm. Donc depuis qu'il y a eu quelques épisodes comme ça, il se ferme totalement et il s'enferme dans sa chambre, dans ses jouets, etc. C'est une forme de mon petit frère euh, parle à ma mère et du coup, eux, ils insinuent que du coup, c'est ma mère qui aliène mon frère aussi parce que mon petit frère ne parle que à ma mère. D'accord. Comment est-ce que tu sais cette information-là? Comment je sais cette information-là? C'est que mon petit frère m'en a un peu parlé dans les grandes lignes Ok. et on en a beaucoup parlé avec Maya aussi. Ok. Ok. Merci. Bon, alors donc du coup, septembre 2022, la procédure est suspendue. Donc, il y alors, a... c'est pas septembre, c'est novembre 2022. La Non, mesure a lieu à partir de septembre. ok, Elle est en cours enfin, pendant 3 mois. Et là, elle est stoppée en novembre 2022. Ce qui nous plonge en fait dans un désarroi le plus total. Entre guillemets, j'ai essayé de trouver de l'aide qu'on nous entende. Et je me suis dit, enfin, donc j'avais appelé à l'époque aussi le CMP, donc Centre médico-psychologique du secteur où je suis, et pour voir un pédopsychiatre en urgence. Et ils m'ont dit, mais nous, c'est des listes d'attente et des listes d'attente. Donc là, si vous voulez voir un pédopsychiatre, il faut aller à l'hôpital. Donc c'est ce qu'on a fait. On a été à l'hôpital. Donc on a été à l'hôpital où il était suivi pour ses reins. ok. Et là, donc on est tombé sur une équipe Donc qui là, a pris vous y êtes allés tous les trois ou tous les deux? Oui, 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 tous Tous les les trois. trois. Ok. Oui, oui, je voulais en fait qu'on prenne nos 3 témoignages, Oui. voilà, de détresse, hein, entre guillemets, Ah hein, ouais. de détresse. Et, et ça, c'était Et quand? c'était en décembre Ok. 2022. Oui. Et donc du coup, en fait, en fait, donc il y a eu donc une information préoccupante, hein. Donc les dires des enfants ont été entendus, les miens aussi. Et en fait, le problème, c'est que Jérémy euh, voulait être hospitalisé voilà, pour être entendu, pour que, voilà. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas voulu l'hospitaliser, en fait. Ok. Donc, ben, quelques jours après, euh, Jérémy, Jérémy, est-ce que tu peux Oui, revenir? Qu'est-ce que tu as dit au médecin que tu as vu? moi j'ai tout dit. J'ai dit que j'avais peur de mon père et que tout ce qu'il me disait ou tout ce qu'il me demandait, j'étais obligé d'accepter. Je ne suis plus moi-même quand je suis avec lui. Je suis obligé de tout accepter. Sinon, sinon il est au tournant pour détruire mon mental. Donc j'étais obligé, j'ai tout dit, tout ce qui était possible de dire, tout ce que je n'ai jamais dit, que ce soit au JAF, à l'ASE ou je ne sais quoi, j'ai tout dit. Je me suis dit que c'était peut-être la solution et que Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? ils m'ont dit que qu'ils pouvaient rien faire. Ils se sont dessaisis direct. Ils se sont dessaisis direct. Ils dit qu'ils pouvaient rien faire. Ils pouvaient juste faire un écrit, mais ils pouvaient rien faire. Ils se sont dessaisis direct et ils nous ont pas vraiment, ils nous ont pas du tout aidés. D'accord. Ok. Merci, Jérémy. À toi, Maya, pour la suite. et donc, Jérémy était dans un état émotionnel assez inquiétant. Et du coup, en fait,
pour avoir une parenthèse, en fait. On stoppe un peu dans cet émotionnel débordant et de souffrance. Il a pris ses traitements donc pour le TDAH et il en a pris 6. Au Donc, lieu ce qui de... normalement, de 2, juste pour faire une parenthèse de respiration et voilà. Et en fait, C'est-à-dire qu'en fait, émotionnellement, c'était trop de choses. oui. Mm. Donc, je l'ai hospitalisé parce que c'est des amphétamines. Donc, je l'ai hospitalisé donc, dans un autre hôpital, du coup, euh, puisque j'avais été dans un hôpital qui n'était pas mon secteur. Donc, on m'a demandé d'aller dans un hôpital de secteur. D'accord. Et là, en fait, ils ont estimé que c'était une tentative de suicide. Ok. Voilà. Et que c'est moi qui l'avais poussé. Alors, c'est moi qui l'avais poussé quelque part pour nous faire entendre à prendre ces traitements. Voilà. Donc, il y a eu une espèce de. euh, En fait, on s'est rendu compte que voilà, les rapports qui sont sortis de l'hôpital étaient à charge contre moi. Donc, on D'accord. n'a pas du tout été entendu. Et là, c'est là où ils ont commencé à parler de placement à Jérémy, sans m'en informer. Sans m'en informer. D'accord. Ils ont parlé de placement. Voilà. Mais ils ont dit pour nous, c'est plus judicieux de faire un placement. D'accord. Parce qu'ils disaient, entre guillemets, qu'il y avait un conflit parental. Mais bref. Ok. Et comment t'as su que ton père était passé derrière? Donc, en fait, le moment où il est passé, j'étais encore hospitalisé. Ok. Tu l'as vu? Il est venu te voir? Ouais, en fait, l'infirmière m'a demandé si je voulais le voir. Mais je lui ai dit que non, c'était trop dur et je l'ai vu de loin. Et déjà, juste l'avoir vu de loin, ça m'a terrorisé. Mais pendant 2-3 heures, j'étais terrorisé dans ma chambre. Je ne voulais plus sortir, je ne voulais plus rien faire. J'étais terrorisé. C'est venu et c'est revenu dans les bras de la même juge qui s'est dessaisie. Ah, ok. Et D'accord. cette Ton juge, dossier est revenu donc retour à la case départ en fait. tout à fait. Et cette juge a dit le petit frère, il revient chez son père. Et moi, je suis placé dans une famille d'accueil. D'accord. Donc ça, c'était quand? Ça, c'était en avril. 2023? Est-ce que tu veux que je. En avril 2023? Ouais. Ok. Et Maya, est-ce que tu peux nous dire, cette juge-là, quand elle s'était dessaisie du dossier en septembre 2022, quel motif elle a invoqué? Ah oui, c'était le motif de déménagement pour toi, c'est ça? Ok. Ouais. Comme quoi, elle était elle était plus concernée par votre affaire du fait que toi, tu En avais fait, déménagé, tu avais changé de département. C'est oui, ça? non, le mineur étant le plus en danger, ayant changé de département, je me dessaisis. Ça n'a pas de sens, D'accord. mais Ok, c'était ça le motif invoqué. D'accord. ouais. Donc là, elle reprend le dossier entre les mains Elle et elle reprend le ordonne dossier. donc le placement de Jérémy en famille d'accueil et le petit frère de Jérémy reste chez son père. Ouais. Donc ça, c'était en avril 2023 de cette année. Ouais. Ok. Alors que Jérémy avait vu le JAF, puisqu'il y a une histoire de JAF aussi, juge aux affaires familiales. Il a toujours été reporté depuis mai 2022. Le JAF est systématiquement tous les 3 mois reporté, reporté, reporté. Euh, et du coup, en fait, Jérémy l'avait rencontré, ce JAF, pour tout lui raconter. Mm. Voilà. Mais bon, Il n'y a pas eu de c'est que. suite. Ok. Donc, le 28 mars, en fait, j'apprends donc par mon avocate par mail qu'il y a donc cette ordonnance de placement, donc ce qu'on appelle une OPP, ordonnance de placement provisoire. Et en fait, donc à partir du 1er avril jusqu'au 30 septembre, mes enfants donc seront placés, le petit chez le père et le grand en famille. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent la veille, ils viennent le 31 mars. Oui. Donc là, c'est vraiment surprise, alors que une semaine avant, j'avais dit aux enfants, bon, maintenant on a beaucoup parlé, les gens nous ont écoutés, ils nous ont entendus, ils nous ont compris. Là maintenant, c'est bientôt la fin, les enfants. C'est sûr que maintenant, voilà. Donc c'était vraiment terrible, terrible, terrible cette décision. Mon petit m'a même dit, maman, viens, on part en Espagne. Mais bon, je sais très bien que c'est pas la solution, la fuite n'est pas la solution. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez, de terrible. J'ai pas de mots en fait. Je crois que j'ai pas de mots. Donc Jérémy est parti en famille d'accueil.
j'ai même pas, voilà, bon, je sais même pas si je peux dire famille d'accueil puisque c'est des conditions tellement. Jérémy, tu veux bien nous en parler? Donc du coup, mes conditions de famille d'accueil étaient exécrables. Pas de wifi, je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit d'aller dans ma chambre, je n'avais le droit de rien faire. Tu as été accueilli dans une ferme? Ouais. D'accord. Donc, en fait, ils t'ont demandé de participer aux tâches de la ferme, en fait, aux activités de la ferme. Ah oui, d'ailleurs, les deux personnes qui m'ont accueilli, le monsieur avait 86, je crois. Ouais. La dame avait 76. Je D'accord. crois. Et toi, tu peux nous rappeler ton âge, Jérémy, s'il te plaît? Moi, j'ai 14 ans, bientôt 15 ans. Ok, d'accord. Et donc là, on t'a demandé de faire le fermier, en fait. Donc, ouais, on m'a demandé de faire le fermier, de faire Et du coup, t'es resté combien de temps dans cette Je maison suis d'accueil? resté 2 semaines. Ouais. Je suis resté deux Qu'est-ce semaines. qu'est-ce qui a fait que t'es parti au bout de 2 semaines? Alors, je suis parti au bout de 2 semaines parce que c'était insoutenable. Je n'avais pas de nouvelles de mon frère. Aucune, 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 aucune. C'était horrible. J'avais aucune, surtout ça, après tous les petits trucs parce qu'à chaque fois, moi, je commençais à parler un peu de mon histoire à cette dame, justement. Parce que comme j'étais un peu son psychologue, je me suis dit, bon, ben, si elle m'a raconté ses problèmes, moi, je peux lui en raconter un peu. Et elle me disait, ah, mais non, c'est pas mon problème. Donc, j'écoute ses petits problèmes, et après, dès que j'en parle, elle coupe le sujet direct. Donc, Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 2 semaines, ça s'est terminé avec eux? au bout de 2 semaines, ça a été terminé avec eux parce que j'étais à bout de force et que je pouvais plus tenir et garder mon sang-froid et du coup, je suis parti, tout simplement. Donc, t'as fugué. Donc, j'ai fugué. Ok. Et t'es allé où? Et je suis allé chez ma mère. Et maman. Ok, donc Maya, comment t'as accueilli son retour? Ben, en fait, voilà, moi j'étais estomaquée par les conditions. Euh, du coup, bien sûr, je pouvais pas le laisser là-bas, hein, c'était pas possible, hein. Hmm. Donc, en plus, il n'était pas vraiment suivi, hein, il aurait dû être suivi par un éducateur. Il n'était pas vraiment suivi. Il devait voir son frère, il n'était pas. Donc, en fait, j'ai récupéré mon fils, alors en alertant tout le monde, hein, et en demandant à ce que l'éducateur vienne à la maison pour voir que Jérémy est bien. D'ailleurs, il a dit oui, t'as l'air mieux qu'en famille d'accueil. Il l'a dit, hein, mais ça c'était face à moi, hein. Après, malheureusement, il ne le dit pas officiellement, on va dire. Et, et peu de temps après, j'ai été auditionnée à la gendarmerie pour soustraction d'enfants. Donc là, je suis poursuivie au pénal pour soustraction d'enfants, Et puisque ça, je ne souhaite pas remettre mon enfant dans cette famille. d'accord. Voilà. Ça, Alors, c'était quand t'as reçu cette ben là, décision? c'était le mois dernier. Donc, le mois dernier, c'est-à-dire en Mois de juin. juin. Oui. Ok, Mois de juin, j'ai été auditionnée 4h30 à la gendarmerie d'accord. pour soustraction d'enfant parce que je voulais pas remettre mon enfant dans cette famille d'accueil. Enfin, mon remplacement, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, avec les problématiques de Jérémy, il faut savoir qu'avec ses reins, si on passe à côté d'une infection urinaire, il risque son rein et la septicémie. Donc déjà, rien que ça. Hmm. Donc, toi, du coup, Maya, on te dit que tu es une soustractrice d'enfants, c'est ça? C'est le mot hein, qui a été utilisé par les instances là. Soustraction, oui, Ok. oui. Ils ont Et dit, parce que moi j'ai dit que mon fils avait fugué, donc il dit oui, oui, mais étant donné qu'il est mineur, c'est vous la responsable. Voilà. ok, c'est vous, d'accord, c'est toi qui as commandité le fait qu'ils fuguent et tout ça, quoi, en fait, pour eux. Ouais. Et donc, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai fait appel de la décision hein, de cette ordonnance de placement et je suis passée donc en cours d'appel le 6 juin. Et donc, j'ai amené un dossier béton. C'est-à-dire que j'ai amené un certificat de mon psychiatre, puisque je suis à la MDPH, puisque j'ai fait des burn-out, j'ai énormément de séquelles de l'emprise psychologique, hein. J'ai été ménopausée précoce, j'ai beaucoup de problématiques physiques et du coup,
Voilà. Et donc, j'ai le psychiatre de la MDPH qui, en fait, a fait un certificat pour préciser que je n'avais aucun trouble mentaux ni d'aliénation quelconque et que j'étais en syndrome post-traumatique euh, dû à une situation extrêmement difficile. Alors, il n'a pas précisé d'emprise psychologique, mais en tout cas, voilà. Ok. Euh, Donc, tu as et, fourni ces pièces-là au dossier. J'ai fourni ça. J'ai fourni aussi tout un récit, tout le récit en fait depuis la rencontre avec le père de mes enfants, par des faits historiques, etc., qui fait 14 pages. Plus, je nous fais suivre par une psychothérapeute qui suit en fait de manière systémique donc les parents et enfants. Et donc j'ai fourni aussi ce rapport qui explique qui explique la parole de Jérémie et qui porte la parole de Jérémie. Euh, et, euh, et voilà. Plus aussi le suivi du centre de ressources autistiques pour expliquer pourquoi Jérémy ne va éventuellement pas à l'école parce que c'est extrêmement problématique émotionnellement parlant. Il peut être et dangereux pour les autres s'il explose au niveau émotionnel et pour lui en fait, il peut se faire du mal. Voilà. Donc malgré tout cela, en fait, la cour d'appel, donc le 7 juillet, il statue. Et donc là, mon avocate m'appelle, enfin, on m'envoie un mail plutôt pour me dire que j'ai gagné, que les enfants vont m'être remis. Alors là, j'étais très heureuse, mais je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas aligné. Et du coup, je fais en sorte, voilà, j'appelle les services sociaux pour que mes enfants me soient remis. Et en fait, ils ne réagissent pas. Donc, je vais quelques jours après à la gendarmerie pour expliquer la situation. Mm. Et là, en fait, la gendarme appelle le père et en fait, monsieur dira qu'il y a une ordonnance de placement, une nouvelle, donc il n'a pas à remettre. Et là, c'est encore une fois le sol qui se dérobe sous mes pieds puisque Mm. effectivement il y a une nouvelle ordonnance de placement provisoire qui a été euh, voilà mis en place, euh, puisque la cour d'appel n'a statué que sur la forme. C'est-à-dire que l'ancienne OPP n'était pas sur la forme légale, on va dire. Donc en fait, étant donné que la cour d'appel n'a pas statué sur le fond, ils se sont empressés de remettre cette OPP D'accord. et, et donc qui est beaucoup plus, on va dire, grave, puisque là, ils me coupent totalement de mes enfants. C'est-à-dire qu'ils mettent Jérémy dans un lieu tenu secret de la mère, hein, bien sûr, de la mère, et mon fils, que je pouvais voir, le petit, en visite médiatisée, là, je suis coupée, vraiment coupée de tout. Ça Euh, fait combien de temps que tu n'as pas vu ton petit? donc mon petit, en fait, je l'ai vu la dernière fois le 7 juin. J'ai eu que 2 visites médiatisées depuis le 31 mars, sachant que, en fait, normalement, je devrais avoir 2 visites médiatisées par mois. Ok. Et Et là, j'ai sous totalement quel validé. motif tu n'as pas eu ces visites? Ben, par manque de personnel. Par manque de personnel, ok. Et ton petit, tu peux nous rappeler quel âge il a? Il a eu 11 ans lundi. Ok. Donc, lundi, j'ai appelé les services sociaux puisque je savais qu'en fait, que j'avais pas le droit de l'appeler, de le voir, je leur ai demandé pardon, c'est difficile. Je leur ai demandé, en fait, s'ils pouvaient lui souhaiter un joyeux anniversaire et que je suis là pour lui et que je l'aime du fond du cœur. Et en fait, ils m'ont répondu qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire. D'accord. Donc tu sais pas s'il a eu ce message. Non. Ok. Personne n'a pris la peine de te tenir informé. Non, il est même coupé de ma famille, puisque ma famille essaye de contacter les juges pour que il puisse avoir des contacts avec ses cousins, ses tantes, ses grands-parents. Tout est verrouillé. Ok. Et toi, du coup, Jérémy, comment tu vis là cette dernière décision? Dans quel état d'esprit tu es? Je suis toujours sur le choc. Je sais pas comment réagir. Je sais pas comment réagir. J'étais tout à fait comme Maya. J'étais heureux. Mais il y avait quelque chose qui me titillait et qui me disait que c'est pas fini et que
tout ça, c'est que de la gueule, en fait. Hmm. Ouais, Mais donc tu sentais que c'était pas pour de vrai, en fait, que la situation allait pas se résoudre d'elle-même, quoi. je sentais que c'était pas pour de vrai parce que déjà, l'aide sociale ne bougeait pas, Hmm. d'une part. Personne ne faisait rien, etc. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois que je n'ai plus de nouvelles de mon frère. Je pense qu'avec ça, j'aurais pu avoir des nouvelles de mon frère. J'ai rien eu du tout. Donc je me posais beaucoup de questions et puis ça m'étonne même plus d'eux qui fassent ce nouveau jugement et Et ouais, donc t'es désabusé, en fait. Tu as l'impression que personne peut t'aider, en fait. personne. Ouais. Et émotionnellement, qu'est-ce que tu vis en ce moment? De la colère, beaucoup de colère. Hmm. Non, en fait, c'est même pas de la colère, c'est de la haine. C'est vraiment quelque chose de très très néfaste. Hmm. Et est-ce que tu as des symptômes physiques de ton mal-être? Hum, oui, oui. Il y a des fois où quand c'est trop difficile, je me frappe et je frappe contre les murs ou contre moi ou je ne sais quoi. Je, je crie ou il y a des fois où tout d'un coup, je sais pas, j'insulte tout d'un coup. Au début, j'étais bien et tout d'un coup, j'insulte ou alors j'ai envie de tout détruire ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe, Jérémy, là? J'aimerais que beaucoup que ce qui se passe si moi j'aimerais beaucoup déjà revoir mon frère. Déjà si j'avais des nouvelles de mon frère, déjà ça serait extraordinaire. Déjà j'avais des nouvelles aussi parce que ça aussi ça me met malade. C'est plus je passe un jour sans mon petit frère, plus mon mental et mon corps tombent et se dit que qu'il y a plus de solution, mais j'essaye de garder. Mais déjà revoir mon frère et d'être tout le temps chez ma mère. Moi, ce serait ça le but. Tu voudrais vivre avec ta mère. Exactement. Ok. Qu'on t'octroie ce droit. Est-ce que tu as envie de dire autre chose avant qu'on arrête avec ce témoignage? Non, j'ai tout dit pour moi, pour ma Ok. part. Bah, merci en tout cas pour ton courage, pour Merci à ta toi. force. Et, euh, et toi, Maya, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Cette torture, puisque je n'ai pas d'autres mots en fait pour qualifier ça. Euh, euh, Pardonne-moi, j'ai du mal à vraiment trouver les mots parce que Bon, mais ce qui est... pendant que tu les cherches, moi, ce que je peux dire, c'est que, bon, là, c'est un premier témoignage qu'on fait où on a, bon, bien évidemment, changé les prénoms, où on ne mentionne pas les personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Mais comme bah, certains d'entre vous le savent, nous sommes en période de révélation et que voilà, si les choses ne changent pas rapidement de trajectoire, bah, en fait, nous n'hésiterons pas à donner les noms des personnes impliquées dans ces différentes décisions. Voilà. Ouais, tu as raison. En fait, moi, je ne comprends pas comment on peut bafouer les droits de l'enfant. Alors, de l'homme, c'est déjà énorme, mais comment on peut bafouer les droits de l'enfant à ce point-là? Parce Mm. que, en plus, dans la deuxième OPP, clairement, il y a même des prises de position du juge en faveur du père de mes garçons. Il m'est même vu le courriel de détresse reçu du père le 10 juillet 2023. Et aussi une phrase qui est assez dingue, que monsieur fait le constat de l'amorce d'une évolution favorable de notre petit garçon au domicile paternel à distance de la mère. C'est-à-dire que normalement, il y a une impartialité qui doit être. Et là, il y Mm. a clairement, en fait, c'est comme si c'était lui qui faisait le rapport. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Et- Voilà. Et
Donc, bah voilà, enfin, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette vidéo aussi tous les trois aujourd'hui? Bah, c'est pour bah, justement que la lumière soit faite sur cette ombre, une de plus, et que les personnes qui peuvent encore agir en conscience et se regarder de nouveau dans un miroir prennent les bonnes décisions. Puisque bah, quoi qu'il en soit, vous ne vous arrêterez pas là et moi non plus. Donc voilà. Non, Heu, c'est impossible de s'arrêter là. Et moi, je suis déjà tombée plusieurs fois. Et j'ai la chance, je pense, contrairement à beaucoup de familles à qui ça arrive, moi, en fait, j'ai cru que j'avais des troubles mentaux. Et j'ai fait de l'hôpital psychiatrique et des gros séjours. Et j'ai fait tout un travail thérapeutique pour arriver au stade où, ben non, en fait, je n'ai pas de problématique. J'ai déconstruit en fait toute la stratégie de la manipulation perverse, et de ce fait, en fait, ça me donne beaucoup de force pour en fait aller entre guillemets mettre la vérité, quoi, tout simplement. C'est juste ça en fait, hein, c'est que tous ces mensonges cessent et qu'enfin les enfants soient réellement protégés, parce que là aujourd'hui on est en danger. Même depuis 2 ans, ça fait 2 ans que je dénonce en fait ça. Et depuis 2 ans, il n'y a rien qui a changé. Et donc, la situation des enfants s'est dégradée. Voilà. je te propose qu'on arrête là. Merci pour Merci. ton Merci témoignage. à toi, Rose. Et Mmh, merci à tous ceux qui me soutiennent. et donc on mettra le lien dans la description de là où les gens peuvent te contacter. Voilà, soit pour faire avancer le schmilblick, soit pour te soutenir. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute et à la prochaine. Merci. Merci. Alors je vous pose la question. C'est quoi être humain? Quelle est notre nature d'humain? Est-elle celle de nier le droit à un enfant d'être avec sa mère, si c'est ce qu'il demande? Est-elle d'établir des rapports et diagnostics de gratte-papier qui ont oublié pour la plupart qu'ils ont été un jour eux-mêmes des enfants et qui oublient qu'ils sont aussi des parents? Est-ce cela que nous voulons offrir à l'avenir de l'humanité? Une jeunesse elle aussi médicamentée sous prétexte qu'elle ne rentre pas dans le moule? Un enfant qu'on contraint à rester chez un parent qui le maltraite et à qui on refuse le droit d'aller vivre chez sa mère qui se préoccupe de sa santé et son bien-être? Séparés de frères qui s'aiment pour faire plaisir à un autre frère pervers narcissique, se réclamant de privilèges grâce à son affiliation à la franc-maçonnerie? Alors être un humain, ça voudrait dire qu'on exerce la fraternité d'abord vis-à-vis de ses frères francs-maçons au détriment des autres humains? Mais alors à quoi servent ces 3 principes de notre République française? Liberté, égalité, fraternité. Vous avez dit liberté? Est-ce ça, être libre? Se voir refuser le droit de souhaiter un joyeux anniversaire à son propre enfant? Égalité? Où est l'égalité dans le fait de ne pas tenir compte de la parole et des besoins d'un enfant sous prétexte qu'il n'est qu'un enfant? Où est l'égalité dans le fait de soustraire un enfant à son parent au motif que celui-ci manifeste sa vulnérabilité et revendique sa souveraineté de parent? Fraternité? Où est la fraternité lorsqu'elle est avant tout le privilège de certains soi-disant initiés qui se gargarisent d'avoir accès à la connaissance tandis que les gueux peuvent toujours attendre pour se souvenir de qui ils sont? Est-ce comme cela que nous allons construire demain dans la paix et la fraternité? Alors je m'adresse à tous ceux qui se croient au-dessus des lois universelles. Sachez que votre temps est compté et que nous sommes entrés dans les temps de l'Apocalypse. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et si vous êtes les initiés que vous prétendez être, vous savez par qui cette phrase a été dite. La justice divine commence déjà à s'appliquer. Il est l'heure de dévoiler les immondices de ce monde perverti et décadent. Il est aussi temps de reprendre nos esprits. Alors, soit vous choisissez le camp de la lumière et vous commencez à avoir du discernement, du bon sens et de la compassion pour votre prochain, soit vous continuez à alimenter le camp de l'ombre et vous récolterez ce que vous avez semé dans cette vie. Il n'y a pas de troisième option. Alors cessez de croire que votre tiédeur ou votre indifférence à la détresse humaine vous sauvera et n'oubliez pas ceci, qui ne dit mot consent. J'ai dit. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette,
laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.